bon, t'as vu Salut. le cadrage, c'est pas, hein. Bah écoute, moi je me trouve plutôt beau, ça va. Donc Tu m'entends bien? je t'entends bien. Tu m'entends bien? Bon. Bah moi ça va, ouais, ça va. Bon, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup on laisse tomber ce qu'on avait prévu? Parce que bon, avec tous les problèmes techniques et compagnie, je crois que tout le monde est là. Bah écoute, à moins que tu aies une autre petite impro à proposer, moi je te suis. Bah écoute, non, disons que bon, ça aurait été bien si ça avait fonctionné tout de suite et que, mais bon, tant pis, hein, on va improviser comme ça. C'est pas grave. Donc, bah, bienvenue, Gwendal. Et bienvenue à tous les membres de CAC sur ce live. J'espère que t'es bien confortablement installé, que tous les membres sont aussi à fond sur le live. Est-ce que tu es prêt? Jamais, jamais. Jamais, Non, d'accord. Bon, ben on va y aller quand même alors, d'accord. Puisque tu insistes, ouais. s'il te plaît. Donc, raconte-nous un peu qui tu es. Tu viens d'où? Tu fais quoi? C'est quoi ton parcours et dis-nous pourquoi un petit peu t'en es venu à l'écriture et à la philosophie. Bah écoute, je suis né le 23 janvier, donc Ah, à noter dans c'était les... quel jour? Ah je sais pas, j'ai pas demandé, mais c'était à 1h45, ça je peux te le dire. Ah, tu pesais? Je sais pas, mais je pense que j'étais mince, ouais. Hmm. Ah, t'as au moins droit à une eau grillave maintenant alors du Ah coup. oui. Non, plus sérieusement, bah écoute, euh, je suis un peu tombé dans la marmite de l'écriture quand j'étais tout petit, si je puis dire, pour reprendre un peu l'expression d'Obélix. J'espère que j'étais un peu plus mince, effectivement. Concernant un peu mon parcours, j'ai fait une formation d'histoire. J'ai fait aussi de l'anthropologie de la culture, donc ça m'a amené à travailler sur des auteurs tel qu'Aristote. J'avais travaillé essentiellement sur la mythologie grecque, donc voilà, pas mal d'auteurs grecs anciens. Et en parallèle, j'ai travaillé comme journaliste, comme rédacteur web, comme éditeur, donc j'ai toujours un peu travaillé dans les métiers de l'écrit. La philo, on va dire, un intérêt personnel. Comme je te disais, j'ai un peu touché à la philo quand je travaillais en histoire, histoire ancienne, mais voilà, ça part de là. D'accord. Bon. Et alors, ta bibliographie, pardon. Euh, donc, Agir et penser comme Dark Vador, la mythologie selon Game of Thrones, Oui, la philo selon Camelot, Soyez un Jedi, survivre au bureau, mode d'emploi. tout à fait. Alors, ça se base tout sur des séries qui sont quand même cultes. Euh, Tu peux nous expliquer quel est ton objectif quand tu écris sur les séries? Parce Ouais. que, alors, on est d'accord que ça parle pas tout de philosophie, mais pour le coup, pourquoi est-ce que enfin, qu'est-ce que ça te procure comme satisfaction en fait d'écrire sur une série? Ben, euh, tu sais, je me rappelle quand j'étais, je pense que j'ai commencé à regarder des séries quand j'étais au collège, donc j'étais tout gamin. Et à l'époque, on disait que les séries, enfin, je crois, on disait que les séries, c'était de la culture bas de gamme. Voilà, il y avait on dénigrait un petit peu, on va dire, ce type de support. Aujourd'hui, ça a complètement changé, avec des séries comme, mettons, Game of Thrones, avec un vrai travail esthétique derrière. Donc voilà, il y a un vrai engouement maintenant pour les séries, et on va dire que c'était un petit peu ma manière euh, pas de me venger, mais de profiter un petit peu de ce moment pour parler de choses qui me plaisaient. Et l'idée derrière, pour moi en tout cas, c'était voilà, d'avoir un autre regard qui soit justement séparé de l'aspect culture populaire bas de gamme pour montrer que on peut le lire autrement et on peut en sortir quelque chose d'intelligent, en gros. D'accord. Et alors, quand tu écris sur une série, tu attends, qu'est-ce que tu as envie de donner en fait à tes lecteurs? Tu, Bah, tu voudrais en fait qu'après avoir lu ton livre, ils ressentent quoi? Ils se disent quoi? j'en sais trop rien. Je pense que
Je pense que l'idée, pour moi, c'est de proposer une nouvelle grille de lecture. Euh, euh, donc, par exemple, la philosophie selon Camelot, je pense que c'est une grille de lecture auquel on ne penserait pas nécessairement quand on regarde Camelot au tout début. Or, il y a plein de références, selon moi. Et la lecture, en tout cas, inviter les gens à regarder voilà, ces fictions, mais avec ce nouveau regard, on va dire. Euh, voilà, en gros. D'accord. Donc, en gros, t'essayes de leur donner un point de vue différent, en fait. Mhm. Un point de vue Ouais. original. Ouais. Hmm, ok. Euh, est-ce que tu penses que tu fais de la pop culture ou pas? Est-ce que tu penses que tu fais, pardon, de la vulgarisation? Euh, je fais de la vulgarisation. Je fais de la vulgarisation de disciplines telles que la philo, la mythologie, à travers la pop culture. Euh, après, je ne sais pas si on peut vulgariser une série à partir du moment où on considère que ça fait partie de la culture populaire, donc accessible à tous. Je sais pas, c'est une question qui me dépasse un petit peu, je pense, mais oui, il y a l'idée de vulgarisation, ouais, bien sûr. Hmm. Et tu penses que aujourd'hui, la pop culture, elle a une valeur éducative ou pas du tout? Oui, oui, elle a une valeur éducative. Euh, dans le cas de Camelot, justement, quand on regarde Camelot au tout début, essaye de te remettre dans la Laetitia d'autrefois qui découvre pour la première fois la série. J'imagine, en tout cas, c'est ce que j'avais ressenti, qu'au tout début, je dis, tiens, c'est une série assez simple, facile d'accès, avec plein de références à la culture populaire, un langage familier. On s'y retrouve, on comprend les choses. Donc quelque chose, on va dire, d'assez simple au premier abord. Et peu à peu, on se rend compte qu'il y a des couches et des couches, euh, et qu'il y a vraiment des neurones qui brûlent derrière, en l'occurrence ceux d'Alexandre Astier. Euh, donc voilà, je crois que j'ai perdu un peu ta question, mais je tourne autour. Je te demandais si tu pensais que la pop culture avait une valeur éducative. Oui, donc c'est dans ce sens-là, oui, ça a une valeur éducative, dans le sens où euh, on va dire que ça parle, c'est un peu le reflet de nous-mêmes, le reflet de notre culture, le reflet de ce qu'on est, et je pense que ça dit nécessairement quelque chose de nous. Euh, on peut nécessairement en tirer quelque chose, ouais. Mm. Euh, est-ce que tu penses que Camelot a tenté est une vulgarisation? Est-ce que tu penses que c'est un terreau fertile? Est-ce que tu penses que c'est vraiment la série par essence qu'on peut utiliser pour vulgariser les sujets? Je pense question difficile. Je pense que oui, on peut utiliser Camelot pour vulgariser d'autres sujets. Par exemple, j'en parle pas énormément, mais tout le rapport, euh, tout le rapport au genre, au sens du gender, euh, le rapport entre les hommes et les femmes dans la série, qui a une approche quand même très particulière, avec une espèce de surjeu un peu médiéval de voilà, les femmes au second plan, etc., etc. Et je pense qu'il y a nécessairement quelque chose à tirer de ça. Je pense qu'Alexandre Astier nous explique quelque chose à travers ça. Euh, dans le cas de la philo spécifiquement, clairement, l'épisode de la canne à pêche de Perceval, hein, il nous dit, j'ai plus la réplique exacte, l'absurde, c'est les autres. Je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, on touche vraiment à toute la pensée, à toute la réflexion de Camus en juste quelques minutes, dans un épisode très très court. Donc oui, la réponse est oui. Oui. Euh, alors, c'est une question qui m'a, je te l'avoue, hein, quand j'ai lu ton livre, c'est une question la prochaine question qui m'a un peu interpellée, c'est est-ce que ton livre, il est plutôt à destination des fans de philo qui voudraient découvrir Camelot,
ou plutôt à destination des fans de Kaamelott qui voudraient se mettre à la philo? Ben, je pense que c'est un petit peu les deux, en fait. Euh, Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je voulais montrer que voilà, Kaamelott, c'était intelligent. C'était peut-être, d'une certaine manière, ma réponse à d'éventuels détracteurs qui diraient que voilà, c'est une série à deux balles, ce n'est pas le cas du Mmh. tout. Euh, Mmh. donc, il y avait cet aspect-là qui était important pour moi. Enfin, excuse-moi, il y a mon chat qui gratte à la porte pour rentrer. Très déstabilisant. T'inquiète pas, j'ai la mienne aussi, je la surveille du coin de l'œil parce que je pense qu'elle va m'en faire une. J'arrive. Vas-y, vas-y. On est entre nous, hein. Bon, bref. Oui. Donc, je te disais quoi? Je te disais, l'idée, c'était voilà, de montrer à quel point cette série, elle était intelligente. Et du coup, l'idée aussi qui est venue au-dessus de ça, c'est de montrer aux fans de Kaamelott qu'il y avait énormément de références philosophiques. Donc voilà, il y avait vraiment cette idée-là. Apprenez, comme je te le disais tout à l'heure, à regarder avec voilà, un autre prisme, regarder différemment la série. Et quand j'ai écrit le bouquin, au fur et à mesure, on voit les notifications au fur et à mesure, je me suis dit que c'était peut-être aussi le prétexte, encore une fois, hein, comme on le disait juste avant, de vulgariser un petit peu la philosophie. Donc de donner, de proposer des notions de philosophie, de les expliquer, mais de manière simple pour que ce soit accessible un peu pour tout le monde, un peu à tout le monde. Donc voilà, il y a un petit peu ce double côté, je pense, dans ce bouquin. Et peut-être donner envie ensuite d'aller voir des textes des auteurs que tu cites et pour se faire notre propre opinion également. Ouais, complètement. Et C'est un aussi, genre d'appétence, enfin voilà, susciter l'appétence en tout cas. susciter l'appétence et susciter l'appétence pour la série aussi, parce que en toute franchise, je pense que c'est un petit peu compliqué de lire ce bouquin si on n'a pas vu au moins un épisode de Kaamelott, quand Ah même. bah oui, Et je voilà, ça confirme. pose quand même des- Mais après, si ça peut pousser ou en tout cas inviter des gens qui connaissent pas trop la série à se mettre dedans, moi je suis content, c'est tout bénef, c'est chouette. Mm. Euh, Ah, l'homme face à l'absurde, oui, merci. C'était ça. ouais, c'est ça. C'est ce que je lisais aussi. Bon, alors par contre, je m'excuse auprès des membres. C'est un peu compliqué pour moi de lire parce que c'est tout petit et enfin, c'est vraiment pas pratique. Donc, bah, les questions, vous pourrez les poser en commentaire. Et puis, bah, si Gwendal passe par là, il se fera un plaisir de répondre, je suppose. Je m'avance un petit peu peut-être, mais Oui, je suis à vos content. questions. Oui. Les fans de Kaamelott, en fait, on parlait tout à l'heure de la canne à pêche. Ils voient, en fait, tu te souviens, le rêve du pêcheur, la scène sur la plage, etc. Il y a cette scène-là qui est assez mythique. Il y a la scène du théâtre fantôme aussi. Et puis, il y a des personnages comme celui de Méléagant, pardon, qui est assez, enfin, qui ont une connotation tout un petit peu philosophique. En tout cas, c'est moins concret que Perceval et Caradoc, par Mhm. exemple. Quoique, on voit dans ton livre que Perceval, ça va quand même un peu plus loin que ça. Euh, T'as des théories sur ce qu'Astier a voulu nous dire à travers ces scènes, ces personnages, sur la vie, la mort, la descendance? C'est un petit peu compliqué de se mettre dans sa tête, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dedans. Le rêve du pêcheur, pour moi, il est encore, enfin, il est encore un petit peu insaisissable de mon point de Mm, vue. Après, il est à remettre en lien avec le fait que Arthur a replanté Excalibur et donc voilà tout le questionnement sur à quoi je sers en tant que roi, en tant que chef, en tant qu'individu, etc., etc. Euh, je pense que le personnage de Méléagant, il est assez fondamental justement dans toute cette quête existentielle. Et en plus, il est assez fascinant parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'il est. Justement, la série nous explique pas, nous explique jamais ce qu'il est. Mais bon, là encore une fois, c'est que des théories, hein, mais il est effectivement, il questionne la mort, il est porteur d'une mort, bon, d'un concept, d'une notion de mort, mais aussi d'existence, je pense, parce que euh, même s'il pousse Lancelot euh, à, à- à tuer Arthur, je pense que c'est un peu l'intérêt qu'on nous montre dans les épisodes.
Euh, il pousse surtout Lancelot à faire un choix dans son existence, à faire un choix et pas à rester le second d'Arthur, amoureux de la reine, et voilà, de rester toujours dans ce rôle, on va dire, un petit peu secondaire. Euh, mais effectivement, ce personnage, il m'a beaucoup fasciné. J'en ai pas mal parlé dans le bouquin, de plusieurs références. Je me questionnais, je me demandais si c'était pas une sorte de négation des dieux, de la divinité, ou en tout cas de la Dame du Lac, parce que quand on voit sa réaction quand elle découvre Méléagant, elle est quand même assez, en tout cas assez surprenant pour nous. Euh, et ce que j'ai fait, c'est remonter au Méléagant d'origine, enfin, des légendes. Euh, et là, on voit justement le parti. Méléagant, il y a plusieurs versions, mais dans les versions les plus connues, Méléagant, c'est un chevalier de la table ronde. Et c'est lui qui enlève Guenièvre. Et c'est évidemment Lancelot qui va venir sauver Guenièvre. Que dans Camelot, c'est un peu, enfin, tout est inversé, la narration est inversée. Et bon, évidemment, on sait, hein, c'est Lancelot qui enlève Guenièvre et Méléagant arrive après. Donc il y a forcément un sens, une logique derrière. Après, savoir exactement laquelle, c'est un petit peu compliqué. Je pense que là-dessus, le film nous donnera quelques billes de compréhension, Mm, mais mm. à voir, hein. Oui, je pense que c'est un peu l'enjeu aussi hein, du film, de nous permettre de découvrir qui est réellement Méléagant et qu'on arrête un petit peu d'être dans cette histoire de fantasme, de pas trop savoir qui il est et d'où il vient. Ouais, c'est assez intéressant. Complètement, ouais. Euh, Dans ton livre, en fait, il y a plusieurs thèmes qui se dégagent. Alors, en fait, moi, enfin, j'en ai retiré quatre, hein, mais il y en a peut-être d'autres. Et enfin, voilà, c'est mon analyse. Ça reste très humble. Donc, pour moi, il y a le rire, l'absurde. Il y a la liberté, le loisir, les plaisirs à travers la nourriture, les jeux, etc. Et la politique. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces thèmes? Ben, c'est des thèmes qui me semblaient assez logiques en fait en regardant la série. Pour moi, c'est vraiment des notions un peu phares qui ressortent de Camelot. J'imagine qu'il va y en avoir plein d'autres. Mais déjà l'entrée par le rire, l'entrée par le rire, pour moi, elle était assez fondamentale parce qu'on peut, je pense, pas vraiment comprendre la pensée d'Alexandre Astier ou ce qu'il a voulu nous dire si on rentre pas dans sa construction, dans cette construction comique. Donc voilà, j'ai essayé de décomposer un petit peu un épisode et plusieurs scènes pour essayer de comprendre ça. Donc ça nous a amené vers l'absurde, qui pour moi est quand même Mm, pareil, une notion mm, assez fondamentale mm. de la philosophie. La question de la liberté, pour moi, elle est au cœur de la philosophie, hein. C'est vraiment la question number one, si je peux dire. Est-ce que l'homme est libre? Pourquoi est-il libre? Oui. Comment? Pourquoi n'est-il pas libre? Voilà, etc., etc. Et voilà, les enjeux de guerre, de politique, effectivement, sont essentiels. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est le rapport à l'existentialisme. Quand on voit Arthur qui passe sa vie à se chercher, à chercher qui il est, je pense on est vraiment dedans. Alors évidemment, on tombe dans la psychologie, hein, on sait que Arthur tombe dans la dépression voilà, jusqu'à la fin. Oui, Euh, il est torturé, Arthur, hein, du début à la fin, il est torturé. Hein. Complètement, il est torturé, mais voilà, il y a derrière ça cette quête existentielle. À quoi Mm, je sers? Est-ce que mon objectif, c'est d'avoir une filiation? Et si c'est pas le cas, est-ce que c'est juste d'être amoureux, mais de qui? D'Aconia? Enfin voilà. mm. Et voilà, donc, tous ces thèmes-là, pour moi, me semblaient assez logiques, ouais. Après, je pense hein, on peut travailler sur plein d'autres Tu thématiques. penses qu'il y en a d'autres? T'en vois d'autres? Bah là, je réfléchissais ces derniers temps, je me disais, par exemple, le rapport à l'enfance, il peut être plutôt intéressant. On ne voit pas énormément de gamins, mais il y en a quand même quelques-uns. Et Euh, c'est les siens en plus. oui, en plus, oui. Donc, oui, double rapport. Enfin, les acteurs, la famille qui joue dans Mm. la série, je pense qu'il y a des choses à dire aussi. Oui. Oui. Mais voilà, les enfants, il y a sûrement un reflet, quelque chose, un reflet d'Arthur ou quelque chose à travailler. La formation des jeunes aussi. Enfin, on a plein de scènes de formation des jeunes militaires. J'imagine qu'on pourrait étudier ça voilà, sous cet angle-là, ça serait intéressant aussi. En fait, après avoir lu ton livre, moi, j'ai fini par me poser la question et par me dire, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas tout simplement, et je pense que quelque part, c'est un petit peu le cas, en train de faire l'analyse d'Alexandre Astier? C'est une grosse C'est un question. petit peu plus compliqué que ça, mais Ouais,
Quelque part, Arthur, c'est lui. Enfin, tu vois, ils sont proches, je pense. J'ai essayé d'évacuer un peu cette question dans le bouquin à un moment. Mais oui, oui, on y pense tous, hein. Il y avait des rumeurs comme quoi Alexandre Astier était lui-même en dépression et que du coup, c'est son personnage qui reflétait. Moi, j'avais entendu ça déjà il y a un paquet d'années. C'est un peu tiré par les cheveux, C'est un ça, peu hein. tiré par les cheveux. Et, en tant qu'artiste, j'imagine qu'il transmet quelque chose de lui-même. Euh, Oui, c'est ça. On est plus là-dessus, je pense. je Et pense, que oui, du complètement. coup, il a peut-être été particulièrement généreux sur la transmission. Euh, Sans doute, j'imagine comme la plupart des artistes, c'est ce qui les caractérise. Mm, mm. Après, Alexandre Astier, il a plein de choses à nous dire hein, quand on le voit faire de la musique, faire de la poésie. Enfin, c'est-à-dire, c'est un mec extrêmement cultivé. Et je pense qu'il le transmet aussi dans la série. Alors après, est-ce que c'est une forme de narcissisme? J'en sais rien, mais ça reste, ça permet quand même de construire un personnage qui, je pense, n'est pas Alexandre Astier, mais qui se détache, voilà, de l'auteur en tant que tel. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Mm. Alors, je sais plus où j'en suis. Ça y est, j'ai retrouvé. Next question. Donc, dans le livre, tu as ta propre théorie concernant le Graal. Bon, tu fais des suppositions. On va pas tout dévoiler parce que le but, c'est quand même que les gens lisent ton livre. Donc, voilà. Pour toi, ici et maintenant, c'est quoi le Graal? Pour Ben, l'humanité. Alors, attention, parce que là, il y a deux questions. Il y a à l'échelle de l'humanité, pour toi, c'est quoi? Et pour toi, pour ta propre personne, c'est quoi? Ben, j'ai envie de te répondre que ce qui compte, c'est les valeurs, mais ce serait peut-être un petit plagiat, donc j'hésite. C'est Euh, trop facile, je l'apprends ouais. pas celle-là. Ouf. Non, j'en sais rien. Je pense que le Graal, pour moi, c'est l'accès à la connaissance et à la compréhension du monde. Et encore une fois, hein, je pense que c'est un peu ça, toute la quête initiatique d'Arthur et celle de Lancelot aussi, hein, qui renvoie enfin, voilà, à cette quête en écho. Euh, je vais me répéter un petit peu, hein, mais sur la question de la liberté, qui je suis et à quoi je sers. Euh, je, je- Comment dire ça? Je pense que l'accès à la connaissance euh, permet, mais là on va rentrer dans une réflexion un peu philosophique avec. On est là pour ça, hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on n'a pas non plus 8 heures devant nous, je crois que c'est le maximum du Facebook Live, donc on va essayer de se limiter. Non, mais l'accès à la connaissance permet de questionner la liberté de l'homme. Je pense que pour moi, c'est vraiment ça le Graal, c'est vraiment ça. Après, j'avais prévu de sortir une cuillère pour dire c'est ça le Graal, il était déjà dans la série, mais du coup, j'ai oublié. T'as pas pensé à l'apprendre. Et pourtant, tu viens de finir de manger normalement, donc Ouais, ouais, ouais. tu devrais l'avoir. Je savais, je l'ai mise au sale, c'est dommage. Euh, donc ça, c'est le Graal de l'humanité, et c'est ton Graal aussi, du coup. Bah, je ne sais pas si c'est le Graal de l'humanité. Je pense que ce serait un peu présomptueux pour moi de dire que voilà, l'humanité a un Graal. Mais oui, pour moi, c'est mon Graal à moi. Et je pense, en tout cas, c'est le Graal que je perçois dans la série, en partie. Ouais. D'accord. Bon, c'est très symbolique, hein. Mais, Oui, oui, non, c'est un peu mais ça. en même temps, le Graal est un symbole, hein, enfin, voilà. Dans la série, il y a quelques références quand même à certains philosophes. Donc, on a Aristote, on a Diogène. Tu penses que Astier fait volontairement dans la philosophie ou c'est des rêves comme ça à la zeub juste parce qu'il est cultivé et du coup il veut se la péter un peu? Et si c'est volontaire, pourquoi? Je pense qu'Alexandre Astier fait rien au hasard, hein. Je pense que je pense pas que ce soit un étalage de sa culture, hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Euh, Là encore, je refais une référence à Camus hein, avec la scène de la canne à pêche. Euh, à chaque fois dans ces scènes-là, dans les scènes que tu évoques, il y a toujours Perceval qui est là, toujours. Et c'est ce qui m'a fait penser que Perceval était justement cette figure philosophique de Camelot. Pas juste l'espèce de Bénet, voilà, le type un peu con qui ne sait pas où est le sud et où est le nord.
Non, mais c'est vrai. De Mais, toute mais, façon, selon comment on est tourné, ça change tout le temps alors. mais non, mais bien sûr. Non, mais voilà, un personnage qui est dans un autre rapport rationnel que nous et qui, du coup, ne nous comprend pas, tout comme on ne le comprend pas. Bon, à prendre avec des pincettes, hein, évidemment. Euh, donc, on est dans cette construction philosophique pour moi. Bon, là, j'ai fait une petite parenthèse sur Perceval. Mais voilà. Donc c'est volontaire. Et donc il le fait dans quel but? C'est pour nous amener à la philosophie? C'est pour nous amener à penser? Je pense, oui. Hmm. Je pense. Faudrait poser Euh, la question à Alexandre. Je ne sais pas s'il est disponible pour un Facebook Live. Mais non, non, mais je pense qu'effectivement, comme je te dis, il n'y a pas d'étalage de la culture de sa part. On est dans quelque chose d'assez ambitieux sur une œuvre quand même globale, dans lequel il y a énormément de références, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient poétiques, qu'elles soient... euh, excuse-moi, je lis les commentaires en même temps. Même à l'œuvre Vas-y, d'Hélène vas-y, je Condorcet comprends. en général. Les valeurs se transmettent. Mais oui, concrètement, c'est ça. D'accord. Selon toi, aujourd'hui, elle a quelle place, la philo? Pour nous, pour les gens, pour le peuple? Euh, Je pense que Tu penses qu'elle est importante, la philo, pour notre quotidien, à nous tous? Nous, humbles humains? humble sujet. Je pense qu'elle est fondamentale, hein. Je pense qu'on fait de la philo un peu tous les jours et même sans s'en rendre compte. Enfin, je veux dire, avoir des valeurs qui sont personnelles, avoir des objectifs, donner du sens à sa vie. On est quand même sur des réflexions, on va dire, très basiques, mais philosophiques. Euh, et en même temps, je pense que le fonctionnement, moi je vais le dire, le fonctionnement de l'éducation scolaire, aujourd'hui, la philo, il mériterait d'être revu un petit peu, dans le sens où, quand moi je faisais de la philo au lycée, j'ai cette image de cette vieille prof terrible, à moitié folle, qui m'enseignait des trucs complètement dingues dont je ne me souvenais pas. Et c'est juste dommage, parce que on a cette rigidité qui fait qu'on est dans une discipline inaccessible, et c'est pas le cas du tout. Et c'était un peu aussi ça l'objet du bouquin, c'était, comme je te le disais tout à l'heure, voilà, de dire la philo, c'est des notions du quotidien. Et, et voilà, c'est assez simple d'y Et accéder. ça commence au lycée et on n'en a qu'une heure dans la semaine. Ouais. Je sais pas, moi j'étais en littéraire à la base, à l'époque. Ouais, moi aussi. C'était 1 heure par semaine? C'était une heure par semaine, il me semble. Une heure ou 2 heures. Enfin, c'était une fois par semaine, quoi. Ça me semblait beaucoup plus, mais bon, c'est peut-être un rapport justement haineux à la discipline, c'est possible. Mais voilà, c'est dommage. C'est vraiment passionnant. Enfin, Oui, je te confirme. Euh, Ton philosophe préféré, c'est qui? hmm. Alexandre Astier, j'ai le droit de dire ça? Non? Oh non! On ne sait jamais s'il regarde. Je vais Non, aller sortir la cuillère en bois. C'est de la langue de bois, ça. Je suis pas d'accord. non, mon philosophe, je ne sais pas si c'est préféré, mais en tout cas qui m'interpelle un petit peu, c'est Kant. euh, Hmm. Parce qu'il a eu justement toute une réflexion sur la liberté qu'il est parvenu à détacher du rapport à la religion et à contrer un petit peu ce que Descartes avait développé à l'époque. Donc il y a toute cette réflexion et il questionne aussi le rapport voilà, des hommes libres au code moral, à la loi morale, aux règles qu'on doit suivre au quotidien. Et quand on ajoute là-dessus Camus, parce que j'aime beaucoup Camus aussi, quand on ajoute par-dessus voilà, toute la réflexion, le cycle de l'absurde, je pense qu'on touche vraiment à l'essence de l'homme, vraiment, la question de la liberté. Enfin, c'est juste fascinant, quoi. Bon, très bien. Et toi, J'ai plus de questions. quel est ton philosophe préféré? Moi, j'adorais Rousseau. Ah, Rousseau, le contrat social. Je sais pas, il me semblait particulièrement. Enfin, je trouve il a eu une approche sur la sensibilité qui m'a un peu émue à l'époque quand j'étais jeune, hein. Bon, maintenant, je dois t'avouer, ça fait très longtemps que j'ai pas fait le tour des philosophes et que je sais plus trop ce qui se raconte, ce qui se dit et où on en est. Mais en tout cas, c'est vrai que ton livre m'a quand même pas mal plongé dans les souvenirs.
Et ça m'a fait beaucoup de bien. Eh ben, c'est chouette. Je sais pas s'il y a des questions sur le live là. Euh, bon, en tout cas, je te laisserai. Est-ce que tu as été voir un petit peu, t'as découvert un peu le groupe qu'on forme, le groupe Camelot au cinéma là? Mhm, complètement. C'est très prolixe. Waouh. Tellement de postes, c'est extraordinaire. Alors nous, ça fait 10 ans que le groupe existe en fait, et 10 ans qu'on est là à attendre Camelot au cinéma. Donc t'imagines qu'on est un peu en ébullition là cette dernière année parce qu'on attend patiemment Oui, que ça oui. sorte et puis depuis le début de l'année, c'est repoussé et repoussé et encore repoussé. Donc on est un peu sur les dents. Mais ça va, ils tiennent le coup. On en a quelques-uns qui sont partis en dépression, mais on les tient encore par le fil. En tout cas, je te remercie pour cette interview. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Euh, voilà, je te laisserai du coup lire peut-être les commentaires pour voir s'il y a d'autres questions qui m'auraient échappé. On avait un jeu concours Oui, euh, je pour faire concours. gagner le livre. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais regardé, que tu avais élu ton gagnant. Est-ce que tu peux nous donner le nom, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ouais. Bah, déjà, c'était super dur hein, parce que franchement, ils étaient tous très très bien. Et, bravo à tous ceux Ils qui ont sont bons, participé. hein, ils Ouais, sont bons. ouais, ouais, c'est. Ils sont cons, mais ils sont bons. Mais non, mais non, mais non. Alors oui, il y en a un qui m'a bien fait rire. Et j'étais un peu jaloux de ne pas l'avoir trouvé, je dois dire. Euh, C'était La Caverne. Nathalie Valgrève, je crois que ça se prononce comme ça. Voilà. Donc Nathalie Valgrève est l'heureuse gagnante du concours. Elle va recevoir donc le livre aux éditions Opportun, c'est ça, je me trompe pas, hein? Tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup parce que franchement, même en dehors de ce live, de l'organisation, tout ça, les petits échanges qu'on a pu avoir pour organiser ce live ont été top parce que tu es resté franchement hyper sympathique et abordable et accessible. Donc, c'était vraiment super d'organiser ça avec toi. Donc, voilà, je te remercie beaucoup pour tout. Bah écoute, merci à toi, je te renvoie le compliment. Donc, ben, à plus tard Bah dans ouais, un prochain livre. T'as d'autres idées d'ailleurs? bah si. Mais j'ai pas le droit de le dire. Dis-nous. Non, non, en fait, je travaille. Je fais attention parce que je pense que mon éditeur est en train de regarder le live là. Je vais me faire taper dessus après. On va sortir Peut un. rester énigmatique. on- Ça on- restera dans le thème de la philosophie. alors, c'est pas. Oui. Non, non, non. On travaille sur un autre livre sur Camelot. Mais cette fois-ci, Ah, ouais, comme je te disais, avec un autre regard, cette fois-ci plutôt angle, enfin, espace professionnel. Voilà, d'accord. j'en dis pas plus. D'accord. Ah ouais, ça reste très énigmatique. Oui, mais on part de la philo. Enfin, oui, si, quand même. Quand même. Bah, tu Non, verras mais bien. écoute, c'est très très bien parce que pour le coup, ça va nous obliger à suivre ton actualité et à reprendre contact avec toi pour une future prochaine interview. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci aux grouillots de CAC qui nous ont suivis et bah, bisous à tout le monde. Salut! Salut.